C'est un grand plaisir qu'on accueille aujourd'hui Mme Hélène Pellerin, professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. En fait, quand on a fait notre plan d'invitation, on a pensé nos conférences, en fait, c'était un impératif en fait, d'inviter Mme Pellerin, ne serait-ce que dans le contexte de la réforme de la politique migratoire canadienne qui est entrée en vigueur le 1er janvier, mais aussi celle que l'annonce du Québec aussi de repenser la sienne, de d'imiter la réforme canadienne. Donc, on trouvait que c'était particulièrement pertinent d'inviter Mme Pellerin, qui est une spécialiste des questions d'immigration internationale, qu'elle aborde dans une perspective des phénomènes transnationaux et de gouvernance mondiale et régionale. Elle est l'auteur, là j'ai imprimé la truc hier, je n'énumérerai pas tous les articles, chapitres d'ouvrages, bouquins qu'elle a pu signer, mais il y en a vraiment beaucoup de conférences également, notamment sur la question de la régulation de la migration du travail. Elle a travaillé en outre sur la question de la frontière comme élément de régulation économique, politique, sociale, et travaille également sur les enjeux de droit dans la régulation des phénomènes transnationaux comme la migration et les échanges dans l'économie du savoir. Sa conférence d'aujourd'hui, pour une nouvelle économie politique de la migration transnationale à l'ère du néolibéralisme, porte justement sur le recours aux travailleurs étrangers et plus spécifiquement sur les pratiques de mobilité des travailleurs associés aux accords de libre-échange et de réciprocité. Donc, je la remercie chaleureusement d'être ici avec nous aujourd'hui. J'excuse ma collègue Danielle Bélanger qui, en fait, elle m'a demandé de s'excuser auprès d'elle et auprès de vous tous. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui, vraiment à son grand regret. Donc, elle s'excusait. Donc, encore une fois, merci. Puis, je vous laisse la parole pour environ 45 minutes. Puis après ça, on aura moyen de poser des questions, si vous le voulez. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours une belle occasion de venir rencontrer d'autres personnes qui sont intéressées aux questions de migration internationale. Dans certains cas, je connaissais Daniel et ses travaux, je connaissais pas Charles et ses travaux, donc ça va être c'est toujours intéressant de faire ça. C'est particulièrement apprécié parce que ce que je vous présente aujourd'hui, c'est aussi un travail sur un sujet sur lequel je travaille présentement. Je vise à préparer un article à partir de ça. Et donc, vous êtes un peu ma caisse de résonance aujourd'hui pour une première ébauche de ça. Mais j'avoue tout de suite, par contre, que je ne vais pas parler des réformes provinciales sur l'immigration. Alors, désolé si vous pensiez que j'allais aborder ça. C'est pas le cas. Mais voilà. Alors, j'ai intitulé ça pour une nouvelle économie politique de la migration à l'ère du néolibéralisme. J'aurais pu l'appeler, avec un titre plus provocateur, dire vers la fin de la migration au travail, comme on l'attend habituellement, c'est-à-dire conventionnelle. Parce que c'est un peu ça que je vais avancer. On parle beaucoup depuis un certain nombre d'années, depuis une dizaine d'années, sinon une quinzaine d'années. On parle beaucoup de changements dans les enjeux liés à la migration économique du travail. Par exemple, au Canada, on a beaucoup critiqué, il y a beaucoup de débats sur le fait qu'il semble y avoir une transformation d'un pays d'immigration permanente, de tradition d'immigration permanente. Le Canada, depuis à peu près une dizaine d'années, reçoit plus de migrants temporaires que d'immigrants. Donc, c'est une première tendance de laquelle on a parlé beaucoup. Évidemment, il y a aussi l'autre transformation qu'on a connue, elle aussi, à partir des années 90, où on a vu vraiment un changement de priorité dans les sélections que les gouvernements fédéraux ont faites, et dans ce cas-ci aussi le Québec également, de s'éloigner un peu de la tradition humanitaire, donc d'offrir protection aux demandeurs d'asile, aux réfugiés, et d'aller beaucoup plus vers l'immigration sélective choisie en fonction de priorités économiques. C'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui, parce que je pense que ce sont des sujets qui ont été très bien étudiés, qui ont été couverts par un bon nombre de chercheurs. Il y a beaucoup de publications là-dessus. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'examiner une tendance qui existe.
quel point c'est nouveau, je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais dans laquelle on évoque plutôt la mobilité de professionnels plutôt que la migration de travailleurs hautement qualifiés. Donc, ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est, évidemment, ça touche la migration de personnes hautement qualifiées. Là, j'utilise le mot migration de façon générique, parce que, comme vous allez voir, il s'agit souvent de pratiques, donc qui relèvent plus de cadres de pratiques qui sont différents donc, de la migration traditionnellement constituée. Alors, j'ai quelques diapos, j'en ai pas pour toutes les idées que je vais mettre, mais j'en ai quelques-unes. Donc, j'ai appelé ça statistiques sur l'immigration sur les travailleurs concernés. En fait, donc, les travailleurs hautement qualifiés dont on parle. Donc, dans le plus récent rapport de l'OCDE 2014, on évoquait donc, que la majorité des migrations dans les pays de l'OCDE n'est pas une migration officielle de travail. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, à quelle catégorie ça appartient si ce n'est pas la migration de travail? Donc, pourtant, l'immigration temporaire de travail atteint des niveaux records depuis 2005. Donc, alors, qu'est-ce que c'est exactement? Cette migration qui n'est pas une migration officielle de travail, mais qui est quand même une migration temporaire. Donc, bien sûr, il y a, c'est mon troisième point, bien sûr, il y a les travailleurs temporaires agricoles saisonniers et d'autres non qualifiés. On a connu une augmentation. Mais les nouvelles modalités, dont celles que je vais parler aujourd'hui, sont des modalités de mobilité professionnelle et autres travailleurs temporaires qualifiés. Alors là, j'en ai cité quelques exemples. Je vais parler du cas du Canada tout à l'heure, donc on va parler plus spécifiquement de tous les programmes qui existent. Donc, ce sont les programmes de vacanciers actifs, ça peut être des transferts intra-entreprises, ça peut être des professionnels qui viennent dans le cadre d'entente, mais qui ne sont pas des contrats de migration de travail d'entente. Donc, avant de procéder donc, à décortiquer un peu ça, je voudrais prendre quelques instants pour peut-être définir un petit peu ce qu'on entend, la différence qu'on peut comprendre entre migration et mobilité. Je pense que c'est l'Organisation internationale pour la migration qui était peut-être le premier organisme international qui a parlé de mobilité des personnes. La mobilité pour l'Organisation internationale pour la migration, c'est un terme qui est plus générique que la migration. Parce que la mobilité évoque peut-être une certaine circularité, donc une migration qui revient, pas qui s'installe. Mais c'est aussi dans un cadre qui est un peu plus flou. Donc, ça peut être une mobilité qui est associée un peu comme des vacanciers actifs, c'est-à-dire vacances, mais avec un peu de travail. Et qui peut évoquer plusieurs types de pratiques reliées à la migration. Puis aussi, dans le cadre de l'OIM, de l'Organisation internationale de la migration, on a parlé de mobilité à partir du milieu des années 2000 pour évoquer aussi un contexte dans lequel on souhaitait une plus grande liberté de mouvement des travailleurs. Et donc, parler de mobilité, c'était pour faire référence à ce qu'on voulait. Donc, ce n'était pas simplement pour décrire une chose qui existait déjà, mais aussi pour essayer d'encourager les États à libéraliser finalement leur politique migratoire et donc évoquer une plus grande mobilité des travailleurs. Pas à l'inverse, mais par contraste, le travailleur migrant, donc c'est tout. Et là, je vais prendre une définition qui est donnée cette fois-ci dans le glossaire du réseau européen d'immigration. Donc, il comprend ici le travail de la Commission de l'Union européenne ainsi que des États membres de l'Union européenne. Et ils définissent le travailleur migrant comme étant une personne employée dans un État dont elle n'a pas la nationalité. Et cette personne est protégée dans le cadre de législation nationale sur l'emploi. Alors, je trouve la distinction intéressante parce qu'elle va justement aller dans le sens de ce que je veux, démontrer ici. Que cette mobilité de travail constitue en fait un phénomène qui échappe un petit peu à la législation habituelle sur la migration du travail. Donc, je vais parler de ça un petit peu plus tout à l'heure. Donc, la mobilité des personnes, c'est pas quelque chose de nouveau qui date de cette année, même s'il y a eu une réforme en décembre
de l'immigration de travail. Il y a des pratiques ici qui existent déjà depuis un certain temps. Et en fait, si on regarde un petit peu les types traditionnels de mobilité des personnes, donc j'utilise le mot mobilité ici par escient, donc on pourrait dire que le modèle classique, ce serait peut-être le modèle européen de libre circulation des personnes. Dans le modèle européen de libre circulation des personnes, donc les personnes qui sont ressortissants d'un pays membre ont le droit donc de circuler, ont le droit également aussi de chercher du travail, de travailler dans un autre État membre. Et dans les données, dans les statistiques de l'Union européenne, ils ne sont pas considérés comme des travailleurs migrants. Les travailleurs migrants, ce sont des ressortissants d'États tiers, donc ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, on pourrait dire que ça a été peut-être le premier exemple où il y a une mobilité des personnes qui était permise. Deuxième modèle ou deuxième type de mobilité internationale qui date déjà donc depuis à peu près une quinzaine d'années, c'est à l'intérieur de l'accord général sur le commerce des services, la GCS, donc qui a été ratifié au moment donc la fin des négociations sur le commerce des services et donc qui permettait ou qui reconnaissait que à travers le commerce des services, il y a aussi la possibilité qu'il y ait une mobilité de personnes. Parce que si vous devez offrir vos services, vous travaillez pour une compagnie, vous allez offrir vos services dans un autre pays, vous voyagez avec la compagnie, autrement dit, vous allez offrir vos services ailleurs, et c'est une mobilité internationale qui est connue. Donc, on appelle ça le mode 4, mais je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Mais ce qu'il faut retenir de ce type de mobilité dans l'accord général sur le commerce des services, c'est que c'est une libre circulation de travailleurs, mais rattachée donc au mode 4, mais qui inclut ici seulement quelques catégories de professionnels qui sont impliqués, de travailleurs qui sont généralement encouragés, permis à l'intérieur de ça. Donc, il y a les transferts intra-entreprises, il y a les travailleurs autonomes professionnels, donc qui vont offrir leur service particulièrement, il y a les investisseurs, puis il y a les fournisseurs de services employés par une compagnie établie à l'étranger. Donc, ce sont les catégories possibles à l'intérieur de cette typologie-là. Donc, dans le modèle européen de libre circulation, ce n'est pas réservé, limité à des catégories professionnelles particulières, mais dans le type accord général sur le commerce des services, il y a des catégories précises. Alors, donc ça c'était la typologie. Maintenant, je voulais juste vous montrer la multiplicité d'accords de mobilité internationale. Donc, les deux premiers sont les deux types dont j'ai parlé, donc qui existent déjà depuis un certain temps, mais aussi depuis, après 2004, en fait, il y a eu d'autres accords qui sont rajoutés. Certains ont précédé. L'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA, fait partie des accords multilatéraux, trilatéraux, qui avaient déjà qui évoquaient déjà ça. Mais dans le cas des accords donc, de commerce bilatéraux, ce sont des accords où il y a aussi, on conçoit donc que certaines catégories de professionnels vont pouvoir être mobiles à l'intérieur des pays, mais c'est souvent donc réservé à peu près aux mêmes catégories que dans le cadre de la GCS. Et plus récemment, donc on a rajouté aussi d'autres formes qui existent, donc les accords de mobilité des jeunes, les étudiants internationaux à qui on accorde donc une possibilité de travail dans le pays où ils vont aller. Puis, là j'ai mentionné le dernier qui n'est pas encore ratifié, l'accord de libre-échange Canada-Union européenne, qui lui aussi évoquait une série de possibilités donc de mobilité professionnelle. Alors, on voit que dans ces cas-là, ce sont essentiellement des professionnels donc hautement qualifiés de qui on parle, mais on ne parle pas ici de migration temporaire, on ne parle pas de programme d'immigration non plus, mais c'est vraiment une mobilité qui est vue comme étant provisoire, donc temporaire, mais sans nécessairement que ça entre dans ces cadres-là. Maintenant que je vous ai parlé de ça, en fait, je vais tout de suite vous montrer
présenter dans le cas du Canada. Donc là, ce que j'ai parlé un petit peu de façon générale de ce qui se passait. Maintenant, je voudrais m'attarder un peu plus à la situation au Canada. C'est le premier cas d'étude que j'ai. Je vais aussi comparer éventuellement donc, avec d'autres. Quels sont les chiffres qui permettent de voir la tendance sur un accroissement de la mobilité des personnes par rapport à une migration de travail? Donc, j'ai résumé un tableau qui était beaucoup plus complexe que ça, mais la première rangée, c'est le total de la mobilité internationale. Donc, ça comprend ici plein de programmes, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, j'ai présenté des chiffres, donc 2006 à 2013. Donc, il y avait un total de personnes donc, qui étaient au Canada à l'intérieur d'un accord sur la mobilité professionnelle, 60 000 en 2006, 137 000 en 2013. En comparaison, les programmes de travailleurs temporaires, par exemple, les travailleurs non qualifiés, comme les programmes travailleurs agricoles saisonniers. Donc, il y en avait 27 000 en 2006, 55 000 en 2013. Les travailleurs qualifiés, ça a monté de 24 000 à 27 000. Donc, ça reste assez limité, alors qu'on voit un accroissement phénoménal sur la mobilité internationale. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces données-là? Alors là, pour un petit moment, je vais laisser de côté les diapos pour faire maintenant vous présenter un petit peu ce que la recherche dit sur ces tendances-là, comment on peut essayer de trouver des explications, des significations autour de ça. Et donc, ce qui m'intéresse, ce sont donc les analyses en économie politique internationale pour essayer de comprendre pourquoi cette tendance-là, qu'est-ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que ça représente aussi pour essayer de comprendre le rôle de l'État dans la gestion des flux migratoires? Mais aussi, quelles sont les conséquences de cette tendance-là sur les travailleurs eux-mêmes? Donc, commençons justement par cette première analyse, ce premier type de questionnement. Donc, quelles sont les conséquences sur les travailleurs? Alors, les analyses en économie politique et en économie politique internationale ont eu tendance à travailler beaucoup sur, ou insister beaucoup sur le statut précaire des travailleurs migrants, que ce soit dans les programmes pour les travailleurs agricoles saisonniers ou sur les aides familiales résidentes, par exemple. On comprend bien que leur statut de travailleur temporaire les rend particulièrement vulnérables à toutes sortes d'aides. Donc, ces années, et plus récemment, quelqu'un comme Louis Goldring a travaillé donc, sur la notion d'un cumul de précarité, de vulnérabilité que les travailleurs migrants temporaires vivent, que ce soit sur le statut temporaire, donc de leur permis de séjour, de leur permis de travail, mais aussi dans la mesure où ils sont rattachés à un employeur en particulier. Ils n'ont pas accès à un ensemble de droits ou ils ne sont pas au courant de cet ensemble de droits. Et donc, cet ensemble, ce cumul de précarité fait en sorte que les travailleurs migrants temporaires constituent donc une main-d'œuvre malléable, ouvrière, et qui est exploitée par les employeurs. Et d'ailleurs, une des réformes de l'immigration qu'on a connues en 2013-2014, ça a été précisément un resserrement des conditions dans lesquelles les employeurs pouvaient faire appel à des travailleurs migrants temporaires pour s'assurer qu'ils respectent les droits, qu'ils n'aient pas l'autorisation de leur payer un salaire moindre que ce qui serait le salaire sur place, etc. Donc, ce type d'analyse-là est extrêmement pertinent et intéressant pour comprendre la situation des travailleurs temporaires migrants. Seulement que ce genre d'analyse-là porte énormément d'attention sur les travailleurs qui sont peu qualifiés. C'est moins le cas pour la mobilité internationale des personnes. Par ailleurs, c'est aussi une littérature qui met l'accent sur la capacité que les employeurs ont d'imposer des conditions de travail particulières et des salaires aussi
inégaux à cette catégorie de travailleurs. Or, dans les cas de la mobilité internationale, encore là, ce n'est pas nécessairement le salaire qui est le facteur déterminant dans la mesure où ce sont des personnes hautement qualifiées qui reçoivent généralement un salaire relativement élevé. Et c'est peut-être ailleurs qu'il y a un processus qui se passe, mais on n'arrive pas nécessairement à le comprendre avec cette littérature. Ça m'amène à parler donc à une deuxième littérature qui, elle, s'inspire un peu plus des notions de la capacité des États à travers les politiques migratoires à créer des catégories migratoires. Donc, le pouvoir de catégorisation est extrêmement important. Alors, ici, des analyses, des perspectives donc socio-historiques, finalement, sur l'État et l'administration, sur la gestion de la migration. Je pense aux travaux ici de Marco Martinello ou de Philippe Noiriel, Gérard Noiriel, pardon, qui ont été un peu les précurseurs de ce type d'analyse-là. Dans ces cas-là, donc, ce qu'on constate, c'est que finalement, les catégories différenciées vont entraîner aussi un traitement différencié des personnes qui sont sur le territoire. Donc, autrement dit, la différenciation dans le traitement des travailleurs ne relève pas nécessairement de leurs propres caractéristiques, c'est-à-dire s'ils sont hautement qualifiés ou pas, ne relève pas d'un rapport de force non plus entre les travailleurs et les employeurs, donc les travailleurs plus vulnérables, mais relève de catégories législatives différentes ou administratives différentes. Alors, ça m'amène à vous présenter ici. Donc, je vais aller tout de suite, voilà. Je vais aller tout de suite à cette diapo ici, qui présente les distinctions entre les accords de mobilité et la migration temporaire de travail. Alors ici, j'ai essayé de différencier en termes de dans quel cadre l'entente, l'accord, le contrat est-il signé. Donc, dans le cas des accords de mobilité, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, des accords multilatéraux et bilatéraux, mais aussi des ententes réciproques. C'est pour ça qu'il a fallu que je présente l'autre diapo. Les accords de mobilité internationale au Canada, donc il y a les engagements internationaux, l'accord général sur le commerce des services et le MOICA, il y a l'ALENA, il y a les accords de commerce, puis il y a les nouvelles mesures de mobilité professionnelle, comme, là j'ai pris les termes qui sont utilisés tels quels dans les programmes, les mesures pour favoriser les intérêts canadiens, l'expérience de travail international, puis les étudiants étrangers. Voilà quelques-uns des mesures. Donc, je reviens en arrière. Donc, les ententes réciproques, c'est des ententes bilatérales qui sont signées avec d'autres pays et qui favorisent la mobilité de certaines catégories de professionnels. C'est réciproque dans la mesure où l'autre pays aussi donne ou offre le même type d'emploi. Dans le cas donc, de la migration temporaire de travail, donc toujours la première colonne, ici, la gestion de ces flux de travailleurs se fait par une gestion nationale. Dans le cas du Canada, c'est Emploi et Développement social Canada. C'est aussi Citoyenneté et Immigration, les employeurs et les organisations syndicales. Là, je dis ça pas dans un sens quotidien ou régulier, mais dans le sens où les employeurs et les organisations syndicales sont consultés à savoir quelle est la demande sur le marché du travail existant. Ça m'amène à la deuxième colonne. C'est les études d'impact sur le marché du travail, EIMT. Les études d'impact sur le marché du travail, donc c'est ce qui permet au gouvernement d'accorder un permis de travail ou pas, en fait, de donner la permission à l'employeur d'embaucher un travailleur étranger. Si l'étude d'impact sur le marché du travail démontre qu'il y a des travailleurs canadiens ou résidents permanents qui peuvent remplir la fonction, l'accord, il n'y a pas d'autorisation qui est donnée à l'employeur de pouvoir embaucher des travailleurs étrangers. Or, donc, dans le cas des accords de mobilité, on n'exige pas une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, on laisse de côté, on fait tomber, on fait sauter finalement cette
cette contrainte qui permettait d'assurer qu'il y ait un certain arrimage avec la situation sur le marché du travail. Dans le cas d'immigration d'un travailleur temporaire, par contre, là, oui, il y a une étude d'impact sur le marché du travail qui est faite. On appelait ça auparavant une opinion sur le marché du travail, l'opposabilité à l'emploi. Et donc, il y a une exigence qui est faite à cet égard. Est-ce que ces travailleurs ont besoin de permis de travail? Dans les accords de mobilité, oui, ils ont besoin d'avoir un permis de travail. Mais un permis de travail, une fois qu'on n'a pas à avoir l'étude d'impact sur le marché du travail, le permis de travail, c'est plus une formalité qu'autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la majorité des ententes signées sur les accords bilatéraux et municipaux, ce sont souvent des permis de travail ouverts qui sont donnés. Autrement dit, ce n'est pas lié à un employeur. La personne va pouvoir changer d'employeur si elle le souhaite. Dans les cas de migration temporaire de travail, il y a aussi un permis de travail qui est exigé. Maintenant, j'ai indiqué un petit peu aussi des différences en termes de conditions de séjour de travail. Dans le cas des accords de mobilité, en général, on procède à une entrée accélérée. Autrement dit, il n'y a pas toute une démarche qui prend à peu près 18 mois à se réaliser avant que la personne puisse obtenir sa possibilité d'entrer au Canada. Un séjour temporaire, donc c'est qui est prévu. Alors, ici, peut-être faudrait que j'insiste sur le fait que dans tous les accords de mobilité, que ce soit au Canada, mais aussi ailleurs, il est clairement dit, et ça avait commencé avec l'accord général sur le commerce des services, que ces travailleurs mobiles ne sont pas candidats à l'immigration. C'est clairement dit comme ça. Donc, autrement dit, ils n'auront pas jamais, enfin, c'est comme ça qu'on le conçoit. Donc, ce sont des gens qui ne feront jamais une demande d'immigration. Donc, le séjour temporaire est prévu. Il y a aussi, et ça c'est assez récent, des conditions de salaire plancher. J'ai écrit à l'envers, le plancher salaire. Donc, un salaire plancher qui est prévu. On parle aussi de travailleurs qualifiés, évidemment pour éviter qu'il y ait du dumping social. On ne veut pas faire venir donc, des spécialistes des technologies d'information de l'Inde et les payer 25% de moindre que les travailleurs canadiens ou les résidents permanents au Canada. Donc, il y a un salaire plancher qui est prévu. Et puis, il y a aussi donc des professions précises qui sont prévues. Dans certains cas, ce sont des listes positives, c'est-à-dire qu'on identifie quelles catégories sont prévues, ou des listes négatives, c'est-à-dire qu'on dit voilà les postes pour lesquels on ne peut pas avoir de mobilité de travailleurs. Dans le cas des migrants temporaires de travail, le séjour est temporaire, évidemment. Là aussi, il y a des professions précises. Mais généralement, il n'y a pas d'entrée accélérée qui sont prévues nécessairement dans ces cas-là. Et dans le cas des salaires, ça varie énormément d'un secteur à l'autre. Maintenant, pour la gestion des ententes. Alors, dans le cas des accords de mobilité, il y a généralement deux types de cadres législatifs qui les caractérisent. Dans les accords de mobilité, donc, il y a d'abord un droit non contraignant. En anglais, c'est le soft law. Donc, beaucoup des accords de réciprocité sur la mobilité des personnes donc, font partie de ces accords non contraignants. Autrement dit, les États ne sont pas tenus de respecter, il n'y a rien d'obligatoire finalement dans l'entente qui est faite. Puis il y a aussi le droit commercial. Alors, c'est intéressant, ici, ce n'est pas le droit de l'immigration, comme dans la migration de travailleurs, mais c'est le droit commercial. Autrement dit, ici, ce sont les préoccupations, les principes de réciprocité, de non-discrimination avec les États partenaires, qui déterminent un peu comment on va traiter ces gens. Et pour ce qui est de qui sont les acteurs impliqués qui vont mettre en vigueur ces accords-là, dans le cas des accords de mobilité, c'est citoyenneté dans le cas pour le Canada, c'est Citoyenneté et Immigration Canada, et c'est le ministère des Affaires étrangères et du Commerce et du Développement. Dans le cas de la migration temporaire de travail, c'est Emploi et Développement social Canada et puis Citoyenneté et Immigration Canada. Donc, on voit aussi que ce n'est pas les mêmes acteurs qui sont impliqués dans ces
dans ces différents soins. Comment je vais pour le temps, ça va? Je peux continuer encore? OK. Alors, donc, finalement, ici, on voit qu'à travers ce graphique-là, ce tableau-là, on peut voir finalement qu'il y a des différenciations dans la façon dont on gère ces populations-là et qui amènent donc une différenciation de traitement également sur les migrants. Maintenant, oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu... bon, si vous avez des questions sur les réformes de l'immigration plus récentes et sur les études d'impact sur le marché du travail, j'y reviendrai, mais peut-être c'est pas nécessaire à ce moment-ci d'en parler. Dernier point que je voudrais mentionner à propos de cette différenciation-là. Avec précisément les nouvelles règles que le gouvernement du Canada a mis en place, donc dès décembre 2014 et début 2015, c'est intéressant de voir que donc les accords sur la mobilité des personnes, particulièrement pour les travailleurs qualifiés, donc se font maintenant plus en termes de salaire, de groupe de salaire, plutôt que de groupe en fonction de leur occupation, qui était la façon dont on gérait la migration hautement qualifiée au départ. Mais en fait, je reviendrai là-dessus si vous voulez plus de détails. Ça m'amène à ma troisième perspective analytique dont je voudrais parler ici. Et c'est maintenant, quel est le rôle de l'État dans la gestion migratoire à l'ère de la mondialisation ou du néolibéralisme, ou peu importe. Donc, il y a eu, dès les fins des années 90, il y a eu beaucoup de débats, à savoir l'État perd un peu son contrôle sur les flux économiques de façon générale. C'est soit transféré à une instance supérieure, que ce soit des institutions internationales économiques, ou c'est transféré à un niveau infra-étatique, mais transnational, que seraient les organisations privées, transnationales, comme la finance internationale, etc. Dans le cas des politiques migratoires, ce genre de questionnement s'est posé également. Donc, il y a eu des débats à savoir est-ce que l'État demeure en contrôle des politiques migratoires. Et là, les partis, dans le débat sur ces questions-là, disaient l'État conserve encore une grande partie de son pouvoir de contrôle, notamment pour ce qui est d'encourager, d'accroître la sécurisation des frontières, donc de contrôler les flux non choisis, et puis justement d'ouvrir les valves seulement pour la migration choisie, c'est-à-dire de personnes hautement qualifiées qui s'intégreraient facilement sur le marché du travail. Donc ça, c'est des analyses politiques généralement qui ont été faites sur cette question-là. Puis à l'inverse, les économistes disaient, mais on a beau dire ça, mais le contrôle de la gestion économique, de la migration économique échappe de plus en plus à l'État. En fait, l'État est de moins en moins en mesure d'agir et d'agir efficacement sur ces flux migratoires parce que les flux migratoires donc, sont un peu indépendants de la volonté des États, mais aussi parce que les États sont incapables de le faire. Donc, les États ne sont pas en mesure de savoir qu'est-ce qui est nécessaire sur le marché du travail, et donc d'avoir une politique d'immigration basée, par exemple, sur le système de points, comme le Canada avait, c'est une politique tout à fait inefficace, parce qu'à partir du moment où... parce que le système de points reste en place alors que le marché du travail évolue, et donc l'État, finalement, n'a pas la capacité de contrôler ce qui se passe, et les employeurs le font savoir à l'État, d'ailleurs. Et donc, donc, il y avait presque un débat, en fait, qui s'est développé dans le cas du Canada dans les dernières années entre ceux qui disaient est-ce que l'État devrait gérer l'offre de travail étranger, par exemple en définissant donc, les catégories des personnes qui pourraient rentrer dans les programmes d'immigration au Canada, ou est-ce que l'État devrait gérer la demande, donc c'est-à-dire être, en fait, la courroie de transmission
transmission des employeurs directement sur le marché du travail. En fait, je pense que c'est ni un ni l'autre, ou un peu des deux, qui est en train de se passer avec ces accords de mobilité. Ce qu'on constate, c'est qu'avec les accords de mobilité, l'État n'est pas simplement passif, répondre à une demande qui existerait pour une plus grande fluidité, une plus grande circulation de la mobilité de personnes hautement qualifiées. Ce qui se passe, c'est plutôt que l'État va faciliter le recrutement actif de personnes dans certaines catégories particulières et dans certaines régions spécifiques également. Alors là, ça m'amène à parler donc de la promotion active du Canada à l'étranger. Donc, encore à travers ces programmes de mobilité des personnes. Donc, j'ai parlé tout à l'heure, très rapidement, j'ai mentionné qu'une des façons de faire, c'était les accords de réciprocité. Donc, il y a les ententes réciproques pour la mobilité des jeunes. À l'intérieur de ça, donc, on a trois catégories. Donc, les catégories vacances-travail. Peut-être certains d'entre vous connaissez des gens qui ont profité de ça. Peut-être vous-même en avez profité. Quoique, selon le gouvernement, il y a très peu de Canadiens qui s'en prévalent. Donc, l'idée, c'est de pouvoir venir au Canada, travailler un petit peu, voyager, travailler un petit peu, voyager pendant un an, et puis repartir. Il y a aussi les jeunes professionnels, donc c'est dans des catégories particulières. Puis il y a aussi des stages de cohorte internationaux, c'est-à-dire des stages de formation. Donc, ils sont offerts. Encore là, on comprend bien que c'est à des personnes hautement qualifiées. On ne parle pas ici de gens qui travailleraient dans le milieu agricole. À l'heure actuelle, il y a des ententes signées avec 33 pays. Ce sont surtout des pays européens. Sur les 33, il y en a 23 qui sont en Europe. Mais il y a aussi quelques pays en Asie, donc la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, Japon et l'Australie, et deux en Amérique du Sud, donc Costa Rica et le Mexique. Donc, ce sont des ententes de réciprocité qui sont voulues. Donc, la démarche est faite par les gouvernements, par les États qui font donc ces demandes-là. Et l'idée, c'est de participer un peu à cette concurrence, cette compétition pour les cerveaux. La même chose existe aussi pour le recrutement d'étudiants internationaux. Donc, depuis quelques temps, je pense que ça fait depuis 2 ans, donc le Canada a créé cette institution qui s'appelle le programme EduCanada. Et là, j'ai cité un extrait des objectifs de ce programme. Cibler la quantité et la qualité de talents requis pour combler les pénuries futures de capital humain. Donc, on voit ici que les étudiants, on les accueille, les étudiants étrangers, pas seulement pour remplir les sièges dans les salles de classe des universités, mais aussi pour combler les pénuries futures de capital humain. Il faut comprendre ici que les étudiants étrangers ont le droit, par la suite, de travailler dans le pays, environ 1 an, mais ils ont aussi le droit, par la suite, de faire une démarche pour devenir immigrants permanents au Canada. L'objectif du Canada avec le programme EduCanada, c'est de doubler le nombre d'étudiants internationaux d'ici 2022. Donc, c'était en 2011, je pense qu'ils l'ont créé. J'avais dit 2013, je me suis trompée, c'est en 2011. Donc, de doubler le nombre d'ici 2022. J'avais les chiffres, attendez, je vais noter, je crois. Les chiffres, je ne les retrouve pas. Mais bref, c'était autour de 450 000 étudiants plutôt que 220 quelques mille qu'on avait en 2011, qu'on voulait appeler. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Canada a identifié des marchés prioritaires pour aller chercher ces étudiants étrangers. Donc, certains de ces marchés existaient déjà. La Chine, l'Inde, le Brésil. Je travaille un peu là-dessus. Donc, la Chine, l'Inde, le Brésil sont donc mais surtout les 2 premiers, sont des pays avec lesquels il y avait déjà des flux d'étudiants étrangers qui existaient, mais qui commençaient, dans le cas de la Chine, à s'estomper un petit peu. C'est-à-dire que le Canada concurrence pour les étudiants étrangers avec 2 aimants, 2 pôles très importants, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et donc, c'est très difficile de faire concurrence avec ceux-là. Et donc, les marchés prioritaires, ça inclut également le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et la Turquie, le Vietnam et le Mexique. Et donc, j'ai
tenté de voir, donc si on suit cette logique-là, finalement, ce qu'on constate, c'est que, je ne suis pas très bonne avec faire des petits dessins, des flèches, mes collègues géographes ici pourront m'en montrer pas non plus, mais j'ai essayé de montrer, donc, en vert, ce sont les accords, ce sont les accords de mobilité réciproque. Puis en rouge, ce sont les accords qu'on identifie pour les étudiants étrangers. Et donc, ce que je constate, c'est que finalement, on est en train de créer finalement de nouveaux corridors de travailleurs mobiles, de travailleurs hautement qualifiés mobiles, avec des régions avec lesquelles on n'avait pas nécessairement une tradition d'immigration très forte. Et donc là, on comprend quand on étudie la migration internationale que les réseaux sociaux de migration, ce sont eux souvent qui opèrent et qui créent des corridors migratoires, donc c'est-à-dire défricher un chemin pour qu'ensuite d'autres les suivent par la suite. Alors que là, ici, ce sont à travers des accords bilatéraux, des accords, des ententes au niveau étatique, qu'on crée donc ces corridors pour faciliter la migration de personnes hautement qualifiées. Donc, pour conclure, donc ce que je constate, c'est que les accords de mobilité, c'est une réalité nouvelle sur le plan de la migration internationale et qui nous amène finalement à réfléchir un peu sur le rôle de l'État, bien sûr, mais aussi sur le rôle que joue cette migration du point de vue de l'économie internationale. Et donc ici, on n'est plus dans une situation où on cherche simplement à remplir des besoins sur le marché du travail à travers l'accueil de travailleurs hautement qualifiés, mais on est en train aussi de créer des conditions de la concurrence internationale du Canada. Et donc, la migration, finalement, devient un outil, une stratégie par laquelle l'économie canadienne devient un enjeu international. Maintenant, reste à voir quelle est la conséquence de ça ou l'impact que ça a sur les travailleurs eux-mêmes. Alors ça, c'est la partie où il existe encore peu d'études empiriques, dans la mesure où certains de ces accords sont assez récents, dans la mesure aussi où beaucoup de ces données sont encore un peu invisibles. C'est-à-dire que le nombre de personnes, jusqu'à l'an dernier, en fait, il n'existait pas de statistiques officiellement sur les travailleurs mobiles au Canada. Donc, il n'y avait pas une catégorie de travailleurs mobiles. Donc, on avait une catégorie travailleurs migrants temporaires, travailleurs qualifiés ou peu qualifiés. Mais sur les travailleurs mobiles, c'était un peu comme invisible, parce que ça ne correspondait pas à une catégorie migratoire comme telle et qu'on n'avait pas donc les statistiques pour le faire. Ça commence à changer, justement, le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères commencent à vouloir développer ça pour pouvoir être en mesure d'évaluer si ça marche, si toutes les stratégies de recrutement fonctionnent. Donc, c'est difficile de pouvoir les identifier comme tels, mais ce qui peut-être ressort de l'examen bref ou général de la situation, ce qui ressort, c'est qu'on est en train de créer une catégorie de travail qui est un peu exclue de la dynamique sociale du travail dans les pays développés. La dynamique sociale du travail, donc, qui était une gestion entre les employeurs, les organisations syndicales, ou du moins des organisations professionnelles qui représentaient un peu, qui défendaient les travailleurs. Dans ce cas-ci, on est dans un autre cadre, où il n'y a pas ces interlocuteurs sociaux qui interviennent pour définir c'est quoi les pratiques convenables, pour définir un peu ce qui permet de protéger, d'encourager ces travailleurs-là. Puis troisièmement, le fait que ces travailleurs-là sont encore temporaires, dans la mesure où ils ne sont pas là de façon définitive, ça encourage aussi, c'est un peu le vice de l'incapacité d'accumuler de l'ancienneté, par exemple, de l'ancienneté pour avoir des droits. Et donc, c'est tout un enjeu ici qui mérite une recherche plus particulière, plus pointue sur la façon dont ces travailleurs-là gèrent finalement les demandes des employeurs, gèrent leur capacité à négocier. Et ça, donc, j'ai beaucoup de choses là-dessus. Donc, voilà.
Merci.